Bonjour, dans cette vidéo, nous allons donc voir comment déterminer la valeur efficace d'un signal périodique à l'aide de sa représentation temporelle. Avant de démarrer sur la valeur efficace, un petit rappel qui sera important pour la suite de la vidéo. Vous verrez, n'importe quel signal qui est périodique ici UDT va pouvoir se décomposer en sa composante continue, donc sa valeur moyenne, hein. Je vous rappelle la notation, donc petit u entre crochets ici, donc ça c'est la valeur moyenne du signal, qui est donc si c'est une tension, le signal c'est donc une tension continue, plus justement une composante alternative que je vais appeler UALT ici. Vous remarquerez, hein, qu'il n'y a pas de petit t ici dans le crochet, parce que vu que c'est en fait une valeur continue, ça ne dépend plus du temps. Ceci étant dit, on va tout de suite passer justement à la définition rigoureuse de la valeur efficace. Dans cette vidéo, je ne traite pas l'intérêt de cette grandeur, c'est-à-dire je ne vous explique pas pourquoi c'est intéressant de déterminer cette valeur efficace, on le verra en cours. Donc cette valeur efficace, on vous donne la définition ici, il faut la connaître par cœur, c'est la racine carrée de la valeur moyenne du signal au carré. C'est-à-dire, c'est comme c'est inscrit dans la formule ici, on prend le signal, on l'élève au carré, vous voyez bien que le carré est ici, hein, donc sur le signal, on prend la valeur moyenne ensuite de cette grandeur qui est au carré. Donc d'ailleurs, je précise, donc U, c'est un signal, si c'est une tension, il sera en volts. La tension au carré, du coup, ça fera des volts carrés. Sa valeur moyenne, ça sera toujours des volts carrés. Et ensuite, justement, pour revenir à des volts, eh ben, on prend la racine ici de l'ensemble. Et du coup, ça donne une tension qu'on appelle la tension efficace qui est en volts. Une dernière chose avant de passer justement à la méthode pour déterminer la tension efficace sur les différents types de signaux périodiques, il faut bien voir que le carré ici, hein, il est dans la valeur moyenne et pas à l'extérieur comme je l'ai écrit ici. Donc ce que j'ai écrit là, hein, ce que je surligne, c'est faux. Donc en fait, si vous mettez le carré à l'extérieur, bah, du coup avec la racine carrée, ça peut du coup s'éliminer. Si la valeur moyenne est positive, et bah, du coup si la racine carrée, il y a le carré, ça s'élimine, bah, il reste la valeur moyenne. Si la racine carrée est négative, pardon, pas la racine carrée, la valeur moyenne est négative, bah, du coup, ça vous donne moins cette valeur moyenne. En fait, ça fait la valeur absolue. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, la valeur efficace, ça serait la valeur absolue de la valeur moyenne. Ce qui serait complètement stupide, parce que si c'était ça, on vous dirait directement ça. On ne vous dirait pas que c'est la racine carrée de la valeur moyenne du signal au carré. Vous voyez, il ne faut pas se tromper justement sur la place ici du carré entre ici et ici, hein. Donc ça, c'est faux là. Chut. D'ailleurs, je l'enlève. Voilà pour ça. Alors cette définition, même s'il faut la connaître par cœur, elle est un peu compliquée à exploiter directement. Donc je vais vous donner des astuces, des méthodes pour pouvoir justement déterminer cette valeur efficace, cette tension efficace d'un signal à partir des différentes formes de signaux qu'on connaît, des signaux toujours périodiques. Et on va commencer finalement par le plus compliqué, le signal ici rectangulaire. Quand je dis compliqué, c'est pas si compliqué que ça, mais ça nécessite 2, 3 étapes avant d'obtenir le résultat. Donc si vous restez concentré, vous devrez y arriver. On commence tout de suite avec la méthode à appliquer en cas de signaux complexes. Alors effectivement, on commence d'abord par les signaux complexes ici, après on verra les signaux simples. Donc si jamais vous repérez dans la représentation temporelle un signal complexe, en fait vous allez devoir appliquer cette formule pour déterminer la valeur efficace du signal. Et on voit qu'il va falloir du coup avoir la période. Donc la première étape, c'est de repérer sur la représentation temporelle un motif et de mesurer la période t ici en secondes. Ensuite, un peu plus compliqué, il va falloir tracer sur votre copie, alors le plus rapidement possible en fait, le signal au carré pour un motif. Donc on verra un exemple après, hein. C'est assez simple. En fait, l'axe des abscisses, toutes les valeurs ne sont pas changées, c'est toutes les valeurs en ordonnée qui vont passer au carré. Donc du coup, il va falloir tracer ça sur votre copie, rapidement, j'insiste, hein. En général, c'est des portions de droite. Après, il faudra calculer l'aire totale qui est comprise entre la courbe que vous venez de tracer, donc le signal au carré, et l'axe des abscisses, pour donc un seul motif. Donc, on verra pareil un exemple tout à l'heure. Et enfin, on appliquera la formule donc 1 sur t fois l'aire totale et on prendra la racine carrée de tout ça. En fait, ici, il faut bien comprendre que comme l'axe des ordonnées va être en volts au carré ici, hein, donc l'aire qu'on va calculer va être en volts carré seconde, hein. C'est écrit ici en volts carré seconde, à pas prononcer en volts carré par seconde, hein, volts carré fois des secondes. Donc comme ça, c'est en volts carré fois des secondes divisé par des secondes. Tout ça ici, c'est en volts carré. Et donc la racine carrée de volts carré, ça fait bien une tension ici en volts. Donc du coup, une chose avant de passer à un exemple, en fait, il faudra faire très attention. L'erreur classique, c'est lorsque vous allez vous appliquer cette formule ici, en fait, vous allez prendre l'aire totale comme pour la valeur moyenne, c'est-à-dire vous allez prendre l'aire totale en fait du motif du signal U de t et non pas ici l'aire totale qui est entre justement la courbe et l'axe des abscisses
pour le signal au carré. Je répète de façon plus simple, il faut bien prendre l'air en fait pour le signal au carré et non pas pour le signal. Et c'est l'erreur classique que vous faites, hein. Ici, il faut bien tracer le signal au carré, j'insiste. Et on passe tout de suite à un exemple. Donc, je vous remets à chaque fois ici, hein, en haut les différentes étapes. Donc, j'ai surligné ici le motif en gras, hein, du signal rectangulaire. Je vais mesurer donc sa période. Ici, donc c'est la durée de motif, hein. Donc, ça part ici, le motif démarre à 0 millisecondes et s'arrête au bout de 20 millisecondes. Donc, la période est de 20 millisecondes, soit 20 fois 10 puissance moins 3 secondes. Donc, ça, c'est ce qui est écrit, hein, dans la première étape. On va juste rajouter une chose pour pouvoir bien comprendre comment on va élever le signal au carré. On va essayer de déterminer Umax et Umin. Ici, donc la tension maximale, elle se lit ici, hein. Donc chaque petit carreau, c'est 0,2 volts, ici, si je ne me trompe pas. Donc du coup, je suis à 6,8 volts ici. Donc là, je vais être à 7,0 volts. Et même chose là, si on part vers le bas, donc là, il y a 0, hein. Donc moins 0,2, moins 0,4, moins 0,6, moins 0,8, moins 1,0. Donc Umin est donc de moins 1 volt. Donc j'ai déterminé la tension maximale, la tension minimale. Et du coup, on va élever ce signal au carré. C'est la deuxième étape. Donc tout ceci, hein, c'est ce que je viens de vous dire. La période est de 20 millisecondes, Umax vaut 7 volts et Umin vaut moins 1 volt. Vous verrez que ça a une importance pour la suite, même si je ne l'ai pas écrit directement dans la première étape. Il faudra penser à le faire à chaque fois, mais vous verrez, vous y penserez. Deuxième étape, du coup, eh bien, il va falloir élever le signal au carré, tracer la courbe du signal au carré. Alors moi, je l'ai fait avec un logiciel ici, hein, devant vous. Vous avez le résultat. Vous le ferez au brouillon à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé de dessiner d'ailleurs deux motifs. Un seul motif est nécessaire pour pouvoir justement comprendre si vous avez compris comment on élève un signal au carré. Alors comment j'ai fait ça? En fait, le signal, souvenez-vous, c'est un rectangle. Là, c'est toujours un signal rectangulaire. Donc, on garde la forme. Par contre, les paliers, donc Umax et Umin, en fait, ont été élevés au carré. Donc, tout à l'heure, Umax, si je ne me trompe pas, il valait 7 volts. J'ai élevé au carré, ça devient 49 volts carrés. Et donc ici, si vous regardez, je suis à 49 volts carrés, hein. C'est bien ça, 42, 44, 46, 48, 49 volts au carré. Ensuite, d'ailleurs, hein, on voit bien que c'est en volts carrés ici, hein, ça apparaît ici. Pour Umin, on était à moins 1 volt. Donc, moins 1 volt au carré, ça devient donc 1 volt carré. Et donc, j'ai tracé ici le palier qui était à moins 1, mais maintenant devient un palier à 1 volt carré. Donc, je suis bien au milieu, hein, ici d'un petit carreau. Donc, du coup, hein, on a bien ici le signal rectangulaire élevé au carré. Donc, il garde sa forme, ça reste un signal rectangulaire. Sauf que les paliers, du coup, ont été élevés au carré. Il ne faut pas oublier de changer les unités. Volt devient volt carré. Voilà pour le signal au carré. Et donc, maintenant, il va falloir déterminer la valeur moyenne de ce signal-là. Et c'est là où, en fait, ça va revenir au même que ce qu'on a fait précédemment, c'est sur la valeur moyenne. Je passe à la troisième étape, du coup. Eh bien, il va falloir déterminer, en fait, l'aire qui se trouve entre la courbe et l'axe d'abscisse, sachant que là, c'est encore plus simple parce qu'il n'y a jamais une aire qui va être négative, vu qu'on élève tous les paliers au carré. Donc, la première aire que je vais déterminer, c'est celle que je suis en train d'assurer rapidement là, avec ma souris. Cette aire, c'est donc l'aire d'un rectangle. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc l'aire A1, ça va être longueur fois largeur. Donc la largeur ici, elle est de 6 millisecondes. Et la longueur ici, elle est de 49 volts carrés. Donc on va faire 6 millisecondes fois 49 volts au carré. Et du coup, il faut juste penser à transformer les 6 millisecondes en secondes. Donc ça fait 6,0 fois 10 puissance moins 3 fois 49 ici. Et ça va faire, alors si vous le faites à la calculette, 294 fois 10 puissance moins 3 volts carrés secondes. Donc voilà pour ça, hein. Donc je répète, hein, mais c'est donc 6 millisecondes. Donc elles sont là, les 6 millisecondes, hein, fois 49 ici, hein, la longueur ici, 49 volts au carré. Et donc ça fait des volts carrés secondes. Et on fera juste attention à une chose, c'est que je n'ai pas respecté les chiffres significatifs ici. Il y en a deux, et là j'en ai deux, et là j'en ai trois. Mais je ferai attention en fait à ce que mon résultat à la fin, donc le résultat de la tension efficace, il en est bien que deux, vous verrez. Donc maintenant, ici, c'est donc cette aire-là que j'ai déterminée. Et il me faut la valeur moyenne, hein, on a dit, du signal au carré. Donc le signal au carré, hein, on l'a déjà fait, mais pour pouvoir déterminer la valeur moyenne, il va me falloir en fait l'autre aire, c'est-à-dire l'aire qui se situe ici, là-dessous. Donc ça va être ce qu'on va faire en quatrième étape. On va calculer l'aire positive qui se situe sur cette deuxième portion du motif ici, qui est toujours un rectangle. Donc on va toujours faire longueur fois largeur. D'ailleurs ici, du coup, la largeur elle se situe ici, hein, donc c'est 1 volt carré, souvenez-vous, hein, 1 volt carré. Et ici, je pars de 6 millisecondes donc pour la longueur et j'arrive à 20 millisecondes. Donc en fait, la longueur, elle est de 14 millisecondes.
Si je calcule l'air, ça va donc faire 14 millisecondes fois 1 volt carré. Et donc j'obtiens ici 14 fois 10 puissance moins 3 volts carrés seconde. Voilà, et donc ça, je viens de déterminer l'air qui était ici. Donc, la dernière étape de notre raisonnement, ça va être d'appliquer la formule qu'il va falloir connaître par cœur, hein, la racine carrée de 1 sur t fois l'air total, prime, qui est la somme des deux airs qu'on vient de déterminer. D'ailleurs, on remarquera qu'il est impossible que cet air total soit négatif, parce que si on prenait la racine carrée d'une aire négative, en fait, on obtiendrait une grandeur complexe. Donc c'est impossible ici, hein, il faut que l'air soit positive. Et ça sonne bien parce que A1 et A2 sont positives. Du coup, ici, je vous rappelle les différents résultats. Si je ne me trompe pas, T, c'était 20 millisecondes. A1, c'était 294 fois 10 puissance moins 3 volts carrés seconde. A2, c'était 14 fois 10 puissance moins 3 volts carrés seconde. Et donc là, il n'y a plus qu'à laisser faire la calculette. Et si vous faites à la calculette, vous trouvez 3,9 volts. Vous pourrez apprécier le fait que j'ai gardé bien deux chiffres significatifs ici, hein. Donc 3,9 volts pour cette tension efficace, pour ce signal rectangulaire. Voilà pour justement les signaux rectangulaires. Sauf que très souvent, les signaux ne sont pas rectangulaires, ils sont carrés, sinusoïdaux ou triangulaires. Et du coup, vous allez devoir appliquer une autre méthode à chaque fois ici que je vous explique rapidement. C'est beaucoup plus court que les signaux rectangulaires. Donc, si vous devez déterminer la valeur efficace de signaux qui sont périodiques et sinusoïdaux. Alors, s'ils sont sinusoïdaux alternatifs, c'est assez simple. Vous prenez l'amplitude, ça normalement vous devez déjà savoir faire, vous divisez par racine de 2 et vous trouverez la valeur efficace. Donc, ce que j'ai écrit, hein, la tension efficace, c'est donc UM sur racine de 2 ici. Donc, tout ça, c'est en volts hein, pour UM et pour UIF. Si jamais le signal n'est pas alternatif, mais quand même sinusoïdal, ça se complique un peu. Il va falloir en fait appliquer cette formule ici. On a donc la racine carrée de la valeur moyenne au carré plus ce que j'ai appelé U alt F au carré. En fait, U alt F au carré, c'est la valeur efficace de la composante alternative du signal. C'est-à-dire, en fait, c'est UM sur racine de 2. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, je répète d'une autre façon, si jamais le signal est sinusoïdal sans être alternatif, il va falloir déterminer la valeur moyenne graphiquement, déterminer l'amplitude graphiquement, et après faire en fait racine carrée de la valeur moyenne au carré plus, donc UM sur racine de 2, le tout au carré. Je vais donc vous laisser sortir une feuille, un crayon, et justement prendre en note ces deux formules ici. Donc quand je dis ces deux formules, c'est celle-là, hein, ainsi que celle-là, ici. Et on va passer à un exercice dans très peu de temps. Donc vous pouvez faire pause. Moi, je passe tout de suite hein, à la suite. Et justement, l'application, il va falloir déterminer la valeur efficace de ce signal. Donc même chose, je vais vous laisser faire pause pour pouvoir justement répondre à cette question au brouillon. Et donc je vais corriger maintenant. Donc ici, on voit tout de suite qu'on a un signal qui est sinusoïdal, donc on voit bien le motif hein, qui se répète régulièrement au cours du temps, mais qui n'est pas alternatif. Effectivement, hein, on voit en fait que du coup, ce signal n'est pas centré, entre guillemets, autour de l'axe abscisse qui est ici. Donc du coup, il va falloir justement appliquer la formule hein, qui est celle qu'on a vue en deuxième, c'est-à-dire la racine carrée de la valeur moyenne au carré plus la valeur efficace de la composante alternative au carré. Du coup, il va falloir déterminer d'abord la valeur moyenne, ici. Donc la valeur moyenne du signal, donc si vous vous souvenez, la définition c'est Umax plus Umin sur 2, donc Umax vaut 7, Umin vaut 3, donc 7 plus 3 ça fait 10, sur 2 ça fait 5,0 volts. Donc la valeur moyenne en fait, elle est ici. D'ailleurs on voit hein, que le signal est bien centré autour de cet axe ici, autour de cette droite. Donc, la valeur moyenne, hein, on a dit, elle vaut 5 volts. Ensuite, il va falloir déterminer la valeur efficace de la composante alternative. Et donc, il va falloir prendre l'amplitude du signal et diviser par racine de 2. L'amplitude du signal, c'est assez simple à déterminer, hein. En fait, elle est donc, c'est Umax moins U moyen, donc 7 moins 5, ça fait donc 2, 2,0. 2,0 sur racine de 2, ça fait 1,4 volts. Et pour déterminer la valeur efficace, maintenant, il faut prendre la racine carrée de 5 au carré et de 1,4 au carré. C'est ce que j'ai fait ici, hein. Donc ici, vous avez donc la formule de départ. J'ai déterminé d'abord la valeur moyenne qui vaut 5, la valeur efficace de la composante alternative qui vaut 1,4 volts,
Et enfin, je fais du coup le calcul final grâce à cette formule ici. Vous voyez, en fait, il faut prendre la formule, déterminer chaque sous-partie et après, justement, appliquer le résultat final. Donc, on trouve comme valeur efficace 5,2 volts. Voilà pour ce petit exemple. Maintenant, on va voir justement comment déterminer la valeur efficace d'un signal autre que sinusoïdal. Et donc, tout de suite, ça va être justement la suite, les signaux triangulaires. Et vous voyez qu'en fait, c'est très proche de ce qu'on a fait sur le signal sinusoïdal. On a les deux cas qui se distinguent, triangulaire alternatif ou triangulaire tout court. S'il est alternatif, eh bien, en fait, c'est UM divisé par racine de 3, hein, c'est ce qui est écrit ici, UM divisé par racine de 3, ça donne donc la tension efficace. Et s'il n'est que triangulaire, c'est qu'il n'est pas alternatif, le signal, eh bien, il va falloir prendre la racine carrée de la valeur moyenne au carré, plus la valeur efficace de la composante alternative au carré, qui sera égale à UM sur racine de 3. Donc, je ne vais pas faire un exemple pour le signaux triangulaire, parce que c'est la même chose, en fait, c'est la même méthode que pour les signaux sinusoïdaux. Il faut juste faire attention, on divise par racine de 3 et non plus par racine de 2. Ici, ça vient de la forme du signal, ici, hein, ce résultat-là. Enfin, si jamais c'est le cas de signaux carrés, eh bien là, en fait, la tension efficace, c'est égal, si le signal est carré et alternatif, à UM. Vous voyez, il n'y a même plus besoin de diviser par racine de 2 ou racine de 3. Et s'il est seulement carré, eh bien, il va falloir justement réappliquer toujours la même formule, ici que je ne relis pas, hein, avec ici U alt F qui est égal à UM ici. Et je veux juste terminer cette petite vidéo pour vous rappeler une chose importante aussi qu'il faut connaître, comment déterminer justement les valeurs efficaces ou les valeurs efficaces des composantes alternatives de signaux. Alors déjà, si vous avez votre voltmètre en mode DC, hein, vous êtes en train de mesurer la valeur moyenne du signal périodique. S'il est en mode AC plus DC, vous êtes en train de mesurer la valeur efficace du signal périodique ici qui est une tension, hein. Donc vous voyez, c'est la valeur efficace globale du signal. Si jamais vous avez un voltmètre en mode AC uniquement, vous déterminez en fait la valeur efficace uniquement de sa composante alternative. Vous voyez, en fait, on a enlevé le DC qui veut dire direct courant, c'est-à-dire en fait tension continue. Voilà pour ça. Donc ceci est à connaître par cœur, hein, pour les TP, mais aussi pour les devoirs. Voilà pour cette vidéo autour de la tension efficace ou de valeur efficace de signaux.